Bonjour à tous, merci d'être présent pour cet atelier qui se fait dans le cadre de Leader RSE afin de sensibiliser sur des sujets importants en matière de responsabilité sociétale et environnementale. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Olivier Thomas du cabinet Primum qui va aborder les notions de santé environnementale, de qualité de vie au travail et de bien-être. Ce sera un sujet qui sera assez dense, donc s'il est possible que vous gardiez vos questions pour le temps de discussion qui est prévu à midi, ce sera l'idéal. Voilà. Et pour le reste, je laisse à Olivier Thomas prendre la main sur cette intervention. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. C'est parfait. Ça a l'air. Je vais partager mon écran. Vous pouvez me dire quand vous l'avez. C'est tout bon pour moi. Eh bien, c'est super. Donc, comme vous nous l'avez expliqué, on peut garder les questions pour la fin. Si vous voulez m'interrompre et à tout moment, vous pouvez. On n'est pas très nombreux, mais dans la mesure où ça va être très dense, puisque, en fait, vous m'avez lancé un défi, puisque en 45 minutes, vous m'avez demandé de parler de RSE, de santé environnementale, de plan santé au travail, de plan national santé-environnement, des outils de mesure du bien-être et de la santé au travail et des sociétés à mission. Donc, c'est un programme de 4 heures à faire rentrer en 45 minutes. Donc, je vais essayer d'être le plus concis possible. Et le but pour moi, c'est qu'on échange, puisque l'idée, c'est que je ne fasse pas la messe pendant 3 quarts d'heure à parler tout seul à mon ordi, ce qui est assez désagréable, mais que l'on puisse échanger. Alors, on va rentrer dans tous ces détails. Qu'est-ce que c'est que le développement durable, la santé environnementale? Est-ce que c'est un véritable enjeu dans la décennie? Est-ce que c'est juste une cerise sur le gâteau? Pour y répondre, quelques éléments chiffrés qu'il est important d'avoir en tête à tout instant sur ces sujets-là. Ça, c'est la courbe de la démographie humaine et mondiale depuis 2 siècles, ce qui est très court à l'échelle de l'humanité, puisqu'on est là quand même depuis plusieurs milliers d'années. Et on voit qu'en l'espace de 2 siècles, eh bien, la population humaine a été multipliée par 8. Moi, quand je suis né par là, eh bien, entre ma date de naissance et aujourd'hui, on est 2 fois plus nombreux sur la planète à consommer, surconsommer, gaspiller, rejeter. Donc, inéluctablement, il va falloir revoir la totalité de nos modèles. On en est maintenant bien convaincu. Tout cela a un impact très fort sur la température, notamment, mais pas uniquement, parce qu'on parle beaucoup des effets climatiques, des effets sur la biodiversité, du changement climatique. On parle un peu moins des impacts sanitaires, c'est-à-dire sur la santé humaine et animale de ce changement climatique, qui sont tout aussi importants. Donc, le résultat, c'est une augmentation de la température sur la planète qui, contrairement à ce que disait Claude Allègre il y a 15 ans, n'est pas une vue de l'esprit, puisqu'on sait même maintenant que la température mondiale a augmenté de 0,7 degrés en un siècle, que le but est de faire en sorte que ça n'augmente pas plus de 2 degrés d'ici 2100. Pourquoi? Parce que 2 degrés, ça ne paraît pas grand-chose, mais c'est comme le corps humain, en fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous, on est à 37,2 à peu près de température. Si on est à 39, eh bien, c'est la maladie, c'est la mort. Eh bien, c'est la même chose pour les écosystèmes sur la planète. Et sachez, c'est la mauvaise nouvelle de la semaine, que l'Europe a augmenté de 2 degrés déjà à ce jour. La température en Europe a augmenté plus que sur certains autres continents. Ça, c'est la photo de la France en un siècle. Il y a un site internet qui est très bien fait, qui est très visuel, et l'Europe a déjà augmenté plus qu'il ne fallait. Pourquoi? On le sait, eh bien, c'est la surconsommation de produits pétroliers. On parle d'une économie carbonée, puisque 90% à peu près de notre économie est basée sur le carbone, le pétrole, le diesel, le fioul, l'essence, le gaz, et qu'il va falloir en sortir parce qu'il a des effets directs et indirects. Vous connaissez cette image, si vous vous baladez dans la nature, vous voyez tout cela. Au-delà de la pollution visuelle, il faut savoir que tout ça, c'est du pétrole. Mais le problème de fond, c'est que là, ça me permet d'aborder le sujet de la dépollution et de la santé environnementale. Tous ces plastiques se désagrègent en microbilles de plastique. Et la mauvaise nouvelle en 2022, c'est qu'on retrouve aujourd'hui en France des microbilles de plastique dans le miel, dans les crustacés, dans l'eau de boisson, dans le placenta des mamans. Et depuis une semaine, on le sait, dans le sang humain. Donc, nous avons des microbilles de plastique dans le sang. C'est une pollution qui est généralisée. On retrouve des traces de certains assouplissants qui sont des perturbateurs endocriniens dans les œufs des goélands en fin de chaîne alimentaire. Là, je fais juste que 2 minutes anxiogènes. Je vous rassure, ça ne va pas durer. Je vais parler solutions après. Et puis, on a, au-delà de la décarbonation, de la dépollution, on a un troisième sujet majeur sur lequel il faut tous d'abord que l'on prenne conscience pour après s'engager. C'est le sujet de la déforestation importée. Pardon. On détruit par nos achats près de 15 millions d'hectares de forêt par an. Ça, c'est nous. C'est par les achats qu'on génère 15 millions d'hectares de forêt par an.
sont détruits et cela pose des problèmes en cascade, c'est-à-dire que les animaux sauvages qui sont chargés de plus de 5000 virus identifiés eh bien, migrent vers les villes, ils n'ont plus d'écosystème, croisent des animaux domestiques, des humains, c'est la fabrication de zoonoses, d'épidémies et de pandémies qu'on vient de vivre. Donc si on continue à détruire 15 millions d'hectares de forêt par an par nos achats, les épidémies, nous vivrons tout le temps avec, c'est-à-dire que nous ne quitterons plus jamais de notre vie des masques. Donc, une entreprise, en clair, doit s'engager à décarboner, à dépolluer et à lutter contre la déforestation importée. Ça fait partie des 3 enjeux majeurs. Pour ça, on a une réglementation foisonnante. Tout le monde ne la connaît pas forcément. Alors là, il y a plein d'acronymes, vous les avez tous à l'écran. Je ne vais pas tous vous les détailler, je veux juste vous rappeler le Grenelle 1 et 2, 2009-2012, respectivement. L'accord de Paris, lors de la COP21, qui a permis à 198 pays dans le monde de s'engager dans ce qu'on appelle le facteur 4, c'est-à-dire la réduction par 4 de nos émissions de gaz à effet de serre, avec un palier en 2020, un palier en 2030, en 2040 et en 2050. Le palier que nous aurions dû tous atteindre, c'était une réduction de 20% de nos émissions de gaz à effet de serre en 2020. Je pense que c'est loupé. Le problème, c'est que maintenant, le palier d'après, c'est moins 40% en 2030, c'est-à-dire quasiment dans 8 ans, ce qui revient à la notion suivante. Soit on a commencé en 2010 et on réduit de 2% par an nos émissions de gaz à effet de serre, ce qui est tout à fait faisable, et tous ceux qui s'y sont lancés à partir de 2010 réussissent ce pari-là. Par contre, si on commence en 2022, il va falloir réduire de 4 à 5% par an ces émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est plus compliqué. Donc, il faut vraiment s'y mettre. Et si on veut que ça marche, il faut que ce soit collectif et pas individuel. Ce sera un peu ma conclusion de cette intervention. C'est pour cette raison qu'on lance sur Montpellier la dynamique du territoire à mission, sur lequel je vous proposerai peut-être de vous engager dans le cadre de la loi Pacte. Nous avons également la loi Climat et Résilience, qui est très structurante, qui est la suite de la Convention citoyenne. Le Ségur de la santé, qui concerne surtout le monde de la santé, mais pas que, puisque ça donne par exemple aux agences régionales de santé l'obligation de piloter à l'échelle des territoires le sujet de la santé environnementale. Et là, vous êtes tous concernés pour l'exposition à des produits émergents, toxiques, dangereux, vos collaborateurs ou vos clients. Il y a le plan national d'adaptation au changement climatique. Bon, je passe, il y en a trop. Je voudrais insister sur le dernier. Voilà. Le PNSE, le plan national santé-environnement, moi je milite pour que tous les chefs d'entreprise connaissent ce plan national santé-environnement et surtout sa déclinaison sectorielle, puisque chaque région s'est dotée d'un plan régional en santé-environnement. C'est pour apprendre aux chefs d'entreprise et à leurs collaborateurs de réduire leurs impacts sur la biodiversité et l'environnement, mais aussi de se protéger des impacts que l'environnement peut générer sur des collaborateurs. Qualité d'air intérieur, radon, on reviendra sur ces sujets-là. Alors, quelles sont les thématiques majeures que l'on doit entreprendre quand on est chef d'entreprise et que l'on veut s'engager dans un programme RSE de santé environnementale qui intègre la QVT? Eh bien, le premier sujet, c'est l'autoconsommation, l'énergie, l'empreinte carbone. Tous ces sujets-là, aujourd'hui, sont énormément financés. Il faut savoir qu'il y a plusieurs financements accessibles pour les PME, TPE, que ce soit par l'ADEME, par la BPI. Il y a beaucoup de financements, donc c'est dommage de passer à côté. Quand on me dit « je ne m'engage pas dans une démarche parce que je n'ai pas les moyens », aujourd'hui, ce n'est pas vrai, c'est un discours qui ne tient plus puisque des moyens, il y en a et il y a beaucoup de financements sur ces sujets-là. Encore faut-il en avoir conscience et encore faut-il aller les chercher. On pourra y revenir sur le jeu de questions-réponses. Derrière cette notion d'impact carbone, de décarbonation, il y a la notion d'éco-conception des pratiques et des bâtiments. Si vous reconstruisez un bâtiment, eh bien, on peut faire une éco-conception en amont de la conception par les architectes. Quand l'archi a fait les plans, c'est trop tard, puisque l'archi n'a pas forcément intégré tout ce qui touche à la qualité de l'air intérieur, à la réduction des nuisances sonores, lumineuses, au circuit des déchets. Ce n'est pas leur sujet, ils ne sont pas formés là-dessus. Donc, la logique de l'éco-conception est très importante. Et puis, éco-conception des pratiques aussi, puisque on peut aujourd'hui faire de l'analyse du cycle de vie de produits ou de services pour réduire l'impact d'une activité. Nous avons le sujet tout à fait passionnant de l'économie circulaire. Je ne vais pas dire que je me passionne pour les déchets, mais l'économie circulaire, c'est un vrai sujet. Pourquoi? Eh bien, quelle est sa définition? C'est la transformation des matières résiduelles des uns en matières premières pour d'autres. C'est tout simplement le cœur de la RSE. Ça permet de réduire des impacts sur la santé humaine, de réduire des impacts sur l'environnement. Ça permet de réduire les coûts et ça permet de créer des emplois locaux non délocalisables. Un exemple flagrant, la ville de Lille a organisé la collecte généralisée des biodéchets des établissements de santé à l'échelle de son agglomération. Donc, les restes de cuisine des cliniques, des EHPAD, des CHU, CH, maisons de retraite, résidences seniors, sont collectés par un prestataire qui transforme cette matière en méthane et qui arrive à faire tourner les tramways du centre-ville de Lille. Réduction de tous les impacts, réduction économique et création d'emplois locaux. La
l'économie circulaire est une piste très importante, notamment pour notre région, et ça fera partie des sujets du territoire à mission. Avec, vous le savez, un gaspillage, la loi Egalim qui interdit tout ce qui est à usage unique en plastique. Mais attention, il y a un piège. Quand on veut supprimer l'usage unique en plastique, il ne faut pas le remplacer par du bambou, du bois ou du carton parce que c'est le même effet. En réalité, il faut se lancer aujourd'hui dans une stratégie de réduction de l'usage unique, tout simplement. Pour cela, il faut avoir une politique d'achat responsable qui soit très structurée. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas forcément facile. Pour ça, on a besoin souvent d'outils, de compétences, de formation, de centrales d'achat ou de référencement qui soient engagées pour challenger les fournisseurs et faire en sorte que dans les critères de choix qu'on s'applique à l'échelle d'une société, on puisse intégrer l'ensemble des critères de choix relatifs à la santé environnementale et la RSE. Il existe des outils pour cela. Autre thématique très importante dans la région, on est en train de travailler avec l'Agence de l'eau là-dessus, pour ceux que ça intéresse, c'est l'optimisation des ressources en eau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est une région, on a des activités qui sont entre guillemets hydrovores, on consomme beaucoup d'eau. On est dans une région où on sera en stress hydrique à très court terme, parce qu'entre le changement climatique et les nappes phréatiques qui, malgré les pluies de ces derniers jours, ne sont pas forcément toujours pleines, eh bien, on a deux problèmes. Un, la surconsommation d'eau de l'ensemble des organisations qui accueillent du public, j'ai envie de dire, en hospitalisation, de l'hôtellerie, de la restauration, beaucoup d'entreprises. Donc, on a un problème de surconsommation d'eau. Et on a un second problème de rejet, c'est-à-dire qu'il y a énormément de rejets et d'effluents liquides et médicamenteux dans notre pays qui ne sont pas traités par les stations d'épuration, ce qui fait un effet en cascade, qui veut dire qu'on pollue tellement l'eau que les stations d'épuration ne traitant pas tous ces xénobiotiques, on a aujourd'hui des traces de médicaments et de polluants dans toutes les eaux de boisson, qu'elles soient eau du robinet ou eau en bouteille. Donc, réduire nos consommations d'eau, réduire nos effluents liquides et médicamenteux, ça fait partie des stratégies de tout type d'entreprises et d'organisations. L'optimisation de la qualité de l'air intérieur, ça fait partie des sujets prioritaires du plan national santé-environnement. Il faut avoir en tête que la qualité de l'air intérieur en France, elle est mauvaise dans les bâtiments recevant du public. Que veut dire mauvaise ? Tout simplement, l'air intérieur est 7 fois plus pollué que l'air extérieur. 7 fois plus. Ce qui veut dire qu'on n'a pas forcément cette conscience. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent quand j'ouvre les fenêtres, j'ai peur de faire rentrer la pollution. C'est l'inverse. En fait, quand on ouvre les fenêtres, on lave l'air intérieur. Donc, là, il faut absolument avoir une stratégie d'éco-geste en intérieur qui est basée sur des matériaux de construction et de rénovation sans composés organiques volatiles, sur des produits d'entretien, d'hygiène et de ménage également sans perturbateurs endocriniens ou sans composés organiques volatiles. Pour cela, il faut maîtriser les labels, avoir une expertise en termes de centrale d'achat sur le sujet pour protéger la santé de ses clients ou de ses salariés. C'est très simple. Il ne faut pas en faire une montagne, mais encore faut-il se former là-dessus et ça fait partie des objets du territoire à mission que nous lançons sur Montpellier. Le sujet de la restauration, alors il ne concerne pas tout le monde, mais souvent dans les entreprises, on a des collaborateurs qui mangent sur place ou qui vont manger à l'extérieur ou soi-même une cuisine et de la sous-traitance sur place. La restauration éthique et durable, c'est d'intégrer dans l'alimentation les circuits courts, les produits locaux, de saison, si possible en agriculture biologique. C'est la loi Egalim qui impose depuis le 1er janvier 50% de produits écolabellisés en restauration collective. C'est aussi la réduction du gaspillage alimentaire. On n'en a pas la conscience, mais un chiffre important. Le gaspillage alimentaire en France, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre du pays. C'est l'équivalent de l'aviation civile. Donc, on tape sur l'aviation civile à longueur d'année. On ferait bien aussi de se taper sur les doigts en sachant que les dernières études de l'ADEME montrent que 24% des frigos des Français sont jetés, dont un tiers non désoperculés. Ça veut dire qu'on jette un quart de ce qu'on achète. Il y a des efforts à faire. Alors, et dans la restauration collective, c'est encore bien pire puisqu'on atteint des chiffres entre 150 et 200 grammes de déchets par plateau repas dans certaines institutions en France aujourd'hui. C'est un vrai sujet, la restauration dans notre pays. La santé environnementale et la prévention des risques émergents. Là, on va commencer à toucher du doigt tout ce qui peut être qualité et santé au travail. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière santé environnementale et prévention des risques émergents ? Il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'on retrouve comme polluants ? Eh bien, on en retrouve dans tout ce qu'on mange, dans ce qu'on boit, dans ce qu'on met sur la peau et dans ce qu'on respire. Voilà les 4 modes de contamination au quotidien. Et tout ça se cumule. Tous ces facteurs-là s'additionnent. Donc, comment agir ? Eh bien, sur l'air, on en a parlé, sur ce que l'on respire, on peut agir sur la qualité de l'air intérieur. Sur ce qu'on met sur la peau, ça concerne peu l'entreprise, sauf dans certaines entreprises, où on peut distribuer des produits d'entretien, des produits cosmétiques, des produits d'hygiène corporelle, comme les hôtels, les spas, les crèches, toutes les entreprises dans lesquelles il y a ce type de produits. Tout ce qui est produits de ménage également. Mais surtout,
les matériaux de construction et de rénovation qui peuvent contenir, si on n'y fait pas attention, perturbateurs endocriniens, des composants cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques et des nanoparticules. Tout ceci n'est pas maîtrisé par la plupart du temps les acteurs de la rénovation. Il y a même beaucoup de procès dans la région, je vous le dis, en cours sur des certificats d'économie d'énergie qui ont payé des isolations de bâtiments avec des mousses contenant du formaldéhyde, qui est un agent cancérigène. Donc, on ne fait pas forcément la relation entre les travaux et l'exposition des risques des habitants, des résidents ou des salariés ou même des gamins dans nos écoles, dans nos crèches ou dans nos maternelles. Donc, prévention des risques émergents, c'est aussi l'exposition et la prévention de l'exposition aux champs électromagnétiques. Avec des nouveaux articles du Code du travail, je pense que la totalité des employeurs sont passés à côté. Ça date de l'été 2020, où il y a un texte qui dit que l'employeur a l'obligation de protéger la santé de ses collaborateurs et notamment l'exposition aux champs électromagnétiques. Tout ça, c'est des grands mots. Il faut savoir que c'est facile à mettre en œuvre. Prévenir l'exposition des champs électromagnétiques, c'est facile. C'est 5-6 règles à connaître dans l'entreprise pour prévenir cette exposition, mais encore faut-il en parler et encore faut-il les maîtriser. Autre thématique, le transport, le fret, la mobilité douce. Aujourd'hui, on est face à une explosion des émissions de gaz à effet de serre, des particules fines et des pollutions générées par le transport. Et le transport en France, ce n'est pas les camions, ce n'est pas l'avion, c'est la voiture personnelle du domicile-travail. C'est le plus gros impact, c'est nous, tous les matins, qui allons bosser avec notre voiture pour des fois rouler 5 à 10 minutes. Il existe maintenant des solutions qui ne marchaient pas il y a 3-4 ans. Il existe des solutions assez géniales en covoiturage pour des entreprises ou pour des groupements d'entreprises. Covoiturage domicile-travail, très avantageuse pour les salariés, puisque celui qui conduit est payé. Très avantageuse pour ceux qui sont transportés, parce qu'ils ont également des financements et des subventions de la région. Et très avantageuse pour l'employeur, puisque ce genre d'application mesure la réduction de l'impact carbone de l'entreprise sur ses trajets domicile-travail. Voilà au pas de course. 1, des réglementations applicables. 2, quelles sont les thématiques à appliquer aujourd'hui, même dans une TPE, PME. Alors, ça paraît monstrueux, tout ce que je vous raconte. Je comprends bien que ceux qui sont en ligne, je ne vous vois pas parce que vos vidéos sont coupées, mais j'imagine que certains ont dû grimacer à l'annonce de certaines thématiques. La question du comment, elle est prégnante. Elle est aujourd'hui, elle nous est posée tous les jours, puisque maintenant, ça fait 20 ans que je travaille sur ces sujets-là. Il y a 10 ans, on me demandait pourquoi faut-il s'engager. Aujourd'hui, on ne me demande plus jamais pourquoi, et on me demande comment. Donc, sur le comment, on a créé des méthodologies, et notamment une méthodologie qui s'appelle très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale. Il y a 700 organisations dans le pays qui sont engagées dans cette dynamique. C'est une démarche qui permet de faire un scoring initial, vous l'avez là, c'est une photographie à un instant T, qui vous permet de savoir quels sont vos points forts, tout ce qui est en vert, quels sont les points de réglementation qui ne sont pas respectés, tout ce qui est en rouge et orangé, et tout ce qui est en dessous de 70%, mais c'est la réalisation du plan d'action pour être en capacité demain d'être labellisé, puisqu'il existe même un label qui a été décerné par Socotec sur ce sujet-là, et on est en train de créer une communauté en France d'établissements qui sont engagés dans ces dimensions à très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale. Et c'est aussi un outil permettant de piloter, d'animer des sociétés à mission pour définir la raison d'être et les objectifs et rentrer dans une dynamique dite de société à mission dans le cadre de la loi Pacte. Voilà un exemple d'une société tourangelle, à Tours, d'un industriel qui fabrique des batteries, qui en quelques mois a fait un travail absolument colossal, vous le voyez, photo de départ, photo à l'arrivée, ça fait partie des entreprises françaises qui ont été labellisées OR il y a quelques mois et qui sont également en train de se transformer en société à mission. C'est la création d'un réseau, un réseau national où toutes ces bonnes pratiques sont mises en ligne et cela permet de mutualiser les bonnes pratiques à l'échelle du territoire. Autre pilier d'une démarche RSE, c'est tout ce qui touche la qualité de vie au travail, la santé au travail. Donc, c'est un sujet un peu tabou, il faut le dire, puisque c'est assez compliqué de travailler sur ces sujets-là. Alors là, c'est pareil. Il y a pour cela des outils, des méthodes, des diagnostics, des baromètres. Mais je voudrais d'abord vous faire un petit focus sur le nouveau plan qui est sorti ce mois-ci, dont personne ne parle, je suis assez étonné. C'est le plan, le PST, le plan santé au travail, qui va être décliné dans chaque région en plan régional santé au travail. Moi, j'engage chaque employeur à maîtriser cela parce que derrière un plan régional santé au travail, il y a des moyens, il y a des budgets, il y a des financements. J'accompagne des entreprises qui ont obtenu plusieurs dizaines de milliers d'euros pour équiper leurs entreprises de dispositifs de protection pour leurs collaborateurs, de conseils, d'expertise ou de moyens sonnants et trébuchants pour supprimer, par exemple, des produits chimiques et les remplacer par des procédés alternatifs moins impactants.
Donc, il faut avoir en tête qu'en France, mine de rien, le coût de l'absentéisme, c'est plus de 100 milliards d'euros par an. 100 milliards d'euros par an. Plus de 500 000 accidents du travail, 500 décès par an. Il faut avoir ces données en tête parce qu'on ne les a pas forcément. Donc, il faut savoir que l'absentéisme, ça coûte très, très cher à tout le monde et qu'en effet, des sociétés qui ont mis en place des stratégies RSE ou des stratégies de mesure et d'accompagnement de la qualité de vie au travail sont des sociétés qui n'ont pas de turnover, qui ont un coût moindre en termes de recrutement de collaborateurs. Petit clin d'œil à la loi climat et résilience également, puisqu'il y a 2 nouveautés dans cette loi. Le CSE doit être informé et consulté sur les conséquences environnementales de l'activité d'une entreprise. C'est tout récent, ça vient d'être rajouté au Code du travail il y a quelques semaines. Et puis, les représentants du CSE doivent alerter, ils ont un devoir d'alerte s'il existe un risque grave pour la santé publique ou pour l'environnement. Donc, 2 notions, l'employeur qui doit informer les salariés des conséquences environnementales et les salariés qui doivent aussi alerter en cas de pollution ou de risque pour la santé publique. Et nous en avons identifié beaucoup dans beaucoup de secteurs. Qu'est-ce qu'on trouve dans le plan santé au travail qui vient d'être validé au niveau de l'État? Alors, il y a plein de choses, c'est plus de 70 pages. J'ai juste extrait quelques pages pour que vous en ayez la conscience. Le plan santé au travail converge avec les orientations du plan national santé-environnement, c'est-à-dire que pour faire court, on crée une relation entre la santé au travail et tout ce qui est facteur d'exposition à certaines substances chimiques, amiante, pesticides, radon, pollution du sol ou de l'air intérieur, comme on l'évoquait tout à l'heure. Que ce soit aussi bien pour la population générale des travailleurs que pour les clients et les gens que nous accompagnons dans nos entreprises. Il y a également tout ce qui touche la problématique du changement climatique qui peut avoir des effets dans certains métiers. Les vagues de chaleur sont en effet devenues récurrentes sur le territoire. La chaleur engendre des risques professionnels spécifiques aux activités, exposant à des températures élevées, donc tout ce qui peut être fonderie, verrerie, métier du BTP ou des bureaux, des ateliers avec des épisodes caniculaires qui ont généré aussi des problèmes sur les chaînes de fabrication, de production ou sur la santé globale des collaborateurs. Autre thématique, la possibilité, ça c'est très intéressant, ça dépend bien sûr de la taille de l'entreprise, d'expérimenter des démarches de promotion de la santé cardiovasculaire. Il faut savoir qu'il y a quelques années, on militait pour que tous les financements que les entreprises pouvaient donner à leurs salariés sous forme de sport, de chèque santé ou de choses comme ça soient défiscalisés. Eh bien, c'est fait. Sachez que si on paye une activité sportive à des salariés, ça n'est plus un avantage en nature qui est fiscalisé tant pour l'employeur que pour l'employé. C'est maintenant considéré comme un geste qui n'est pas à être taxé par l'État. C'est très intéressant. Donc, il y a des expérimentations en cours sur des démarches de promotion de la santé cardiovasculaire dans les organisations et aussi pour la promotion des activités physiques et sportives en milieu professionnel. Bien sûr, ça dépend de la taille de l'entreprise. Enfin, comment fait-on, nous, dans le cadre de nos accompagnements dans les sociétés qui sont engagées dans des stratégies RSE ou QVT? On a tout simplement créé des applications, des outils en ligne très pratiques, ce qui veut dire qu'on est capable de faire une photo en 48 heures, un baromètre en 48 heures pour avoir la capacité à savoir quelle est dans mon entreprise la note de bien-être, le climat social, le niveau de stress, le taux d'absentéisme, quelles sont les valeurs qui sont évoquées par les collaborateurs. Et puis, on a également un outil qui permet de faire service par service une analyse. Donc, je ne sais pas si je vais arriver à le grossir là, oui. Donc, ça, c'est un peu flou, pardon, c'est la mauvaise photo. Je pourrais vous le montrer par ailleurs. C'est un outil qui permet d'avoir des résultats. Les résultats que je vous ai montrés là, agrégés, on les a par service. C'est-à-dire que si je suis une TPE et que je n'ai qu'un service, très bien. Si j'ai une société qui a 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 services, eh bien, cet outil permet, en agrégeant les données, de faire une photographie en fonction des services et pas uniquement globalement. Voilà ce que ça peut donner à l'échelle d'un service. Ça, c'est un scoring qui permet là également de faire un plan d'action, de savoir où on en est au regard de la réglementation par rapport à tous ces sujets relatifs à la RSE. Enfin, petit clin d'œil sur les sociétés à mission dans le cadre de la loi Pacte. Moi, je suis fan de cette loi, vraiment. Elle est sortie fin 2019. Nous nous sommes transformés, nous, en janvier 2020, en société à mission. Qu'est-ce que c'est une société à mission? C'est une société qui s'engage à, définir une raison d'être, très précisément avec ses collaborateurs. Quelle est la raison d'être de la société? 2, inscrire cette raison d'être dans les statuts de l'entreprise. 2, définir des objectifs opérationnels, mesurables, quantifiables par rapport à cette raison d'être. 3, avoir un comité de mission dans l'organisation qui permet
d'accompagner l'employeur sur cette mission-là, que ce ne soit pas uniquement le job du patron. Et 4, l'entreprise doit être auditée tous les 3 ans par un organisme tiers indépendant qui vient regarder si tout ça, c'est de l'allégation du greenwashing ou si, au contraire, ça fait partie des choses très structurantes. Alors, moi, je trouve ça très motivant parce que souvent, dans les entreprises, moi qui suis issu du monde de la santé, on m'a toujours présenté comme, je dirigeais les cliniques il y a 20 ans, comme le patron du lucratif. Donc, je pense que dans la santé, il y a 2 grands univers. Il y a les hôpitaux publics qui sont censés être vertueux, et puis vous avez les cliniques privées qui sont censées dépenser l'argent public. En réalité, ce n'est pas ça. Les entreprises privées ne sont pas forcément des gens qui sont là que pour apporter de l'argent à leurs actionnaires. Il y a plein d'entreprises privées et une grande majorité de TPE et de PME qui sont très engagées, de plus en plus engagées. Eh bien, ça permet de l'inscrire dans les statuts. Et ce statut de société à mission, si vraiment vous avez envie d'en parler, ce pourrait être peut-être l'objet d'une deuxième session pour rentrer dans les détails, parce que c'est passionnant, c'est très motivant et je pense que ça sera structurant pour la décennie qui arrive. Il y a en France 620 sociétés à mission sur le territoire déclarées et il n'y en a que 12 qui ont été auditées puisque la clé, c'est d'être audité par un organisme tiers indépendant. On a été audité, ça y est, et depuis la semaine dernière, on est officiellement reconnu comme société à mission. Donc, je suis tout à fait en capacité de vous accompagner, de vous aider dans cette dynamique qui est tout à fait passionnante. Et de ce fait, en guise de conclusion, je me suis retrouvé un peu tout seul sur Béziers dans cette dynamique de société à mission. Ça ne passionnait pas grand monde. Donc, je me suis rapproché de Montpellier où j'ai trouvé les gens un peu plus motivés, notamment via le CPME avec Grégory Blanc-Villain ou la CCI. Et on est en train de créer un nouveau projet qui n'est pas dans la loi Pacte, c'est de fédérer des territoires à mission. Le sujet est lancé, ça y est, on a lancé les premières réunions. L'idée étant que ce soit un modèle agile, participatif qui parte du terrain et non pas des politiques. En clair, sur un territoire, on réunit collectivités, associations, entreprises qui définissent une raison d'être commune et des objectifs communs. Et l'idée étant que chacun puisse monter en compétences, se former, échanger les bonnes pratiques à moindre coût, puisque au lieu d'être tout seul engagé dans cette dynamique, eh bien, si on est 50, voire 100, c'est l'objectif, eh bien, on divise les coûts de formation, d'accompagnement, d'audit, de scoring, de mesure par 100, ce qui veut dire que ça rend toutes ces stratégies tout à fait accessibles. On a autour de la table les OPCO qui sont prêts à financer, la BPI qui est prête à rentrer dans la danse, certainement l'agglomération. Je pense qu'on est sur un projet très structurant. Le maire de Montpellier a annoncé que l'Hérault serait le premier territoire à mission en France. J'étais hier à Tours en présence d'Olivia Grégoire. Enfin, j'ai vu la direction de cabinet d'Olivia Grégoire le lendemain sur ce sujet-là parce que le ministre de l'économie sociale et solidaire soutient ce projet-là. Alors là, on est dans un remaniement ministériel, donc on verra où ces gens vont être dans quelques semaines. Mais en tout cas, il y a une volonté d'accompagner les territoires dans cette dimension. Donc aujourd'hui, le territoire de Tours est aussi en train de se lancer dans cette dynamique et on est en discussion avec Valenciennes et Angoulême pour, et ce sera ma conclusion, au final, 1, créer de la mutualisation de bonnes pratiques à l'échelle des territoires. 2, mutualiser ces bonnes pratiques à l'échelle de plusieurs territoires. Sur Montpellier, on a choisi les objectifs pour 3 années. Ce sont les participants qui ont choisi. La première année, c'est la réduction de tout ce qui est à usage unique dans les organisations engagées. La deuxième année, c'est l'optimisation de la qualité de l'air intérieur par la formation des collaborateurs et notamment tout ce qui est suppression des perturbateurs endocriniens. Et la troisième année, c'est la décarbonation de nos achats. Donc, on est parti sur un projet à 3 ans où on va former les collaborateurs, former les chefs d'entreprise et accompagner cette dimension par des fiches pratiques, des fiches achats réflexes, des choses extrêmement structurantes. On peut maintenant échanger. J'ai essayé de vous transmettre le maximum d'infos sur RSE, santé environnementale, développement durable, qualité de vie au travail. Maintenant, l'idée, c'est qu'on puisse échanger pour que je ne sois pas tout seul à parler à mon ordi. Je suis à vous. Merci Olivier. Je laisse du coup les toutes personnes qui souhaitent poser des questions. Je ne sais pas si certains peuvent pas parler, n'hésitez pas à utiliser le chat. On a perdu tout le monde, c'est l'hypoglycémie qui fait tout le monde. Bonjour, donc, je me lance pour poser une petite question. Donc, je me présente Wittola du groupe DS. Donc, je représente Julien Féja qui n'a pas pu être présent sur ce créneau. J'avais une petite question notamment à travers les outils proposés sur notamment le scoring économique, social, environnemental. C'est des outils qui sont disponibles. Comment on peut accéder à ces outils pour établir
Ce sont des outils qu'on a créés, hein. C'est nous qui les avons créés. On a mis 10 ans à créer tous ces outils-là. On les a présentés à l'État, aux agences régionales de santé, au ministère. Donc, ils sont accessibles. Oui, on peut. C'est notre métier. C'est-à-dire qu'on peut vous les présenter, on peut vous montrer comment ça marche. Alors, ils ne sont pas accessibles au grand public, hein, puisque derrière, on est 35 à bosser. Et on a créé des déclinaisons sectorielles sur tout un tas de secteurs, puisqu'aujourd'hui, on accompagne des établissements qui sont dans plusieurs domaines, la santé, la culture, l'événementiel, les industriels et les TPE, PME. Donc, il y a plusieurs déclinaisons sectorielles. D'accord, très bien. Parfait. Merci pour la réponse. Je vous en prie. Bon, en tout cas, donc, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Si, il y a Peggy, il y a une fille. Bien. Il y a Marie-Laure également. Donc, moi, Liliane, donc, je suis secrétaire de Leader Occitanie, donc en charge aussi de la commission RH-RSE. Donc, en tout cas, Olivier, merci et bravo pour ce challenge. Wany a challengé les intervenants et a demandé. Donc, c'est vrai qu'on a une vision alors claire, précise, impressionnante et inquiétante de tout ce qu'on a à faire. Après, c'est vrai que derrière, alors, je ne crois pas qu'Olivier, vous ayez présenté un peu plus votre structure Primum Non Nocere, mais c'est vrai qu'il y a tout un outillage, il y a toute une démarche d'accompagnement qui est proposée sur l'ensemble du territoire. Moi, je fais partie également des projets de la CPME. Donc, c'est vrai, beaucoup d'outils anxiogènes. Alors, c'est vrai que moi, je suis un peu plus dans l'inclusion, qualité de vie au travail, l'insertion des personnes en situation de handicap. Et on voit qu'aujourd'hui, finalement, les préoccupations RSE sont plutôt des préoccupations environnementales sur lesquelles c'est vrai que l'impact peut être le plus fort possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va privilégier des actions qui auront un impact le plus durable possible. Et c'est vrai que la décarbonisation, les usages uniques et autres font partie des axes prioritaires. Donc, c'était plus pour dire, déjà, bravo et merci de ce panorama rapide qui donne envie d'aller un peu plus loin dans la démarche. Et après, ça va donc en sachant que donc, les 3 années, donc ça c'est dans le cadre de territoire à mission où le plan d'action a déjà été défini. Et l'objectif, en fait, c'est de privilégier les actions qui ont un impact le plus percutant et le plus durable. On a développé des ateliers pour la définition de la raison d'être et des objectifs. L'idée étant, encore une fois, que les sujets traités ne soient pas définis par la région, l'État, eux, ils, les ARS ou qui vous voulez. C'est nous, les entreprises, qui définissons les sujets. Donc, on a organisé plusieurs ateliers sur ces derniers mois et il y a eu une dernière réunion il y a 15 jours à la CCI où les gens qui étaient réunis ont décidé collectivement de choisir ces 3 sujets-là parmi tout un tas de sujets qui étaient sur la table. L'idée étant de commencer en réalité. Oui. Donc, voilà, tout ça étant très souple, hein, c'est-à-dire que si au bout de quelques mois, on se dit, tiens, pourquoi ne pas rajouter l'inclusion ou tout ce qu'on veut, on peut. L'idée, c'est de mutualiser. L'idée, c'est de mutualiser parce qu'on travaille tous en silo. Moi, quand j'ai autour de la table le directeur du théâtre, du CHU, d'une collectivité, d'une start-up ou d'une entreprise qui jusqu'alors ne se connaissaient pas et là sont en train de s'apercevoir qu'à l'échelle d'un territoire, on peut créer une appli de covoiturage professionnel. On peut avoir une politique d'achat où on va supprimer des quantités de produits toxiques dont on n'avait pas la conscience. Ça marche en fait. Et donc, des sujets qui paraissent anxiogènes et compliqués, en effet, nous, on a développé des outils pour que ça devienne fluide. La difficulté sur tous nos sujets, c'est par où je le prends. Là, en une demi-heure, vous prenez 18 sujets sur la tête en vous disant « Putain, on a pris du retard, on devait démarrer en 2010. » En réalité, parce que tout ce que je vous raconte là, on le sait depuis la loi Grenelle 1. Tout ça a été dans la loi Grenelle 1. Je pense que les fédérations professionnelles, l'État n'a pas fait forcément le job de la sensibilisation. On est sur de l'écologie punitive en France. On n'est pas sur de la motivation des acteurs. Il faut renverser la table. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se met autour de la table, on discute entre nous, on choisit des sujets et puis on mutualise le savoir et les compétences. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Oui, et puis avec un choix qui, a priori, paraît arbitraire, mais finalement, quand on voit les retombées ou l'impact que ça peut avoir, alors, il y a toujours le côté un peu frustrant du consultant, du conseiller qui dit, en 3 ans, on va avancer petit à petit, mais de notre côté, pas mais, bien sûr. Structuré. Mais il n'empêche que ça n'empêche pas à tout le monde, comme la personne qui a posé la question juste avant, là, je crois, M. Telard, qui a posé la question avant, comment on peut faire pour s'engager? Ça n'empêche à personne de s'engager. Si vous voulez, il y a une démarche individuelle et collective. Il y a 2 niveaux. Et en fait, si on veut réussir les défis qui sont devant nous en 2030, il faut qu'on ait un engagement individuel. Moi, Olivier, perso, le papa, je dois avoir des engagements individuels à changer les choses. Mais pour de vrai, pas du pipeau. Voilà, ça, c'est la première étape. Après, un engagement individuel en tant que chef d'entreprise, oui, je m'engage. Je me transforme en société à mission et j'embarque toutes mes parties prenantes dans cette dimension. Et l'autre engagement, c'est un engagement collectif. Donc,
Les deux sont nécessaires. Je dois m'engager à titre perso et au titre de mon organisation. Et là, je me débrouille et ça ne vous regarde pas. C'est-à-dire que ça ne regarde pas forcément mes parties prenantes, ma stratégie. Par contre, là où ça marche et là où ça fait des résultats incroyables, c'est quand on s'engage de manière collective. Parce que le collectif permet d'atteindre des choses qu'on ne peut pas faire tout seul, en aucun cas. Là, je suis en train de le vivre dans certaines régions. Ça ne va pas vous parler parce que vous n'êtes pas forcément dans cet univers, mais un exemple, dans le monde de la santé, on jette et on détruit par incinération du verre médicamenteux et de l'or et du platine. C'est-à-dire que dans nos poubelles, il y a des dispositifs médicaux qui contiennent de l'or, du platine et de l'iridium. C'est 4 fois la valeur du platine. Et tout le verre médicamenteux est jeté et incinéré. On est en train de faire des expérimentations dans quelques régions. On s'aperçoit que 3 hôpitaux, ça fait 100 tonnes de verre par an. Et on paye pour le détruire. Donc, quand vous êtes tout seul sur ces sujets-là, vous ne trouvez pas de prestataire. Quand tout d'un coup, on est 10, 20, 30 à l'échelle d'un territoire, qu'on va voir des cimentiers, par exemple, qui ont besoin de silice pour fabriquer du béton, et bien là, on apporte des solutions. Et ça n'est possible que si c'est collectif. Donc, en fait, il faut les 2 niveaux d'engagement. Un engagement perso, individuel, et un engagement collectif. Et si on accumule tout ça en 2030, je pense qu'on est en capacité dans la région ou ailleurs de dépasser les objectifs qui nous sont assignés par d'autres, d'en être les acteurs et de ne pas les subir, en fait. Parce que sinon, on est dans une démarche où on subit, qui est anxiogène, qui est terrible, où on a une épée de Damoclès tous les jours sur la tête. Ben, prenons-nous en main, parce que moi, je suis convaincu depuis la crise de la cinquantaine que ce n'est pas eux, l'État qui va gérer les choses. Non, c'est ni l'État, ni les préfets, ni les députés qui vont gérer les choses. C'est vous. C'est vous et moi, c'est nous, ensemble, qui vont se dire, bah, allez, mettons-nous autour de la table, prenons des petits sujets atteignables, mesurables, et on se retrouve dans un an, on verra comment on a fait bouger les lignes. Et en plus, ce qu'on aura fait, on va le filer gratos au territoire à mission à Tours ou à Valenciennes. Et quand Tours et Valenciennes auront travaillé sur l'optimisation de telle ou telle chose, eh bien, ils vont nous le filer à nous aussi. Donc, on va créer une vraie émulation entre pairs, voilà, sans attendre que ce soit le préfet ou la loi qui viennent nous en rajouter une couche. Prenons-nous en main, je pense que c'est une clé pour les années à venir. Olivier, je voulais également revenir un peu sur. Vous avez déjà pas mal parlé de la société à mission. Je voulais revenir sur le fait que pour toutes les entreprises, c'est accessible. On a eu pas mal d'éléments justement sur tous les champs d'action qui sont possibles et nécessaires au niveau de la transition écologique. Et c'est vrai que la société à mission peut être un moyen de structurer, enfin d'aider justement à impulser une démarche, d'être structuré et d'être accompagné parce que face à tout ça, ça peut être. Le gros challenge, c'est de prioriser et d'être en phase avec l'activité de l'entreprise. Oui. Je pense que ça va répondre à un point majeur que je touche du doigt partout où je vais, puisque moi, je suis basé à Béziers, mais j'interviens France entière, donc je suis tout le temps en déplacement et je rencontre des gens dans toutes les régions. Le sujet qui revient dans la bouche de tout le monde, c'est la problématique de l'attractivité. L'attractivité, ça touche de la PME au grand groupe et ça touche aussi les villes et les régions. Comment faire pour être attractif à 2 niveaux? Un, pour prendre des parts de marché, il faut être clair. Comment être plus attractif que mon concurrent? Comment je prends des parts de marché, premièrement? Et deuxièmement, comment je suis attractif pour faire venir des compétences et les garder? Eh bien, il y a une réponse à ça. Les établissements qui sont véritablement engagés dans des stratégies RSE mesurables, quantifiables et mesurées, pas du pipeau, parce que 80% de ce que je vois dans le pays, c'est du greenwashing. Dès qu'on creuse, derrière, il n'y a pas de réalité. Eh bien, ça, c'est les salariés et les clients qui vont nous pousser dans nos retranchements, parce que ceux qui ne sont pas dans cette réalité ne pourront plus recruter. Et là, je le touche du doigt de plus en plus. Là, je suis sollicité par des boîtes qui, aujourd'hui, n'arrivent plus à recruter. Et en fait, ils ne me demandent pas de les aider à recruter, ils me demandent de les aider dans leur stratégie RSE pour qu'à terme, ils puissent à nouveau recruter. Donc, ça va être véritablement une clé à tous les niveaux. Les territoires aussi sont concurrentiels. Vous prenez l'Occitanie ou la région PACA, plus on fera des offices du tourisme, on en accompagne une dizaine dans la région, plus on aura des offices du tourisme, des hôteliers, des campings, des structures touristiques et événementielles, plus ils seront engagés dans ces stratégies de réduction des externalités négatives et de circuits courts et de stratégies de mission locale, plus on va faire ça, plus on va être attractif. Et même les territoires vont être concurrents entre eux. Donc, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont venues entre-temps? J'en ai une deuxième, mais je préfère laisser évidemment les entreprises. Oui, j'ai une question. J'ai une question. Donc, Alain Godot, Société Inalotech. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le discours sur la prise de conscience individuelle et collective et sur la force du collectif. Maintenant, ma question, que ce soit au niveau des individus ou au niveau des sociétés,
comment atteindre cette prise de conscience par un maximum, en fait, puisqu'on sait que la réussite 2030 et au-delà passe par un maximum de prise de conscience et une adhésion, en fait, à ces démarches-là. Si on n'a pas le pouvoir politique, réglementation, etc., comment on peut pousser à la prise de conscience des individus? La réponse est dans la question. La réponse, elle va être très simple. La réponse, c'est Alain, le meilleur vecteur. Voilà, Alain, c'est le meilleur vecteur. Alain, Olivier, Lilian. Voilà, parce que de toute façon, aujourd'hui, on sait globalement que si 10% d'acteurs rentrent dans une dynamique, ils font basculer les autres. 10%, c'est un chiffre à obtenir. Ouais. Et je l'ai vu, moi, dans le monde, j'ai évangélisé, c'est très prétentieux de dire ça, le monde de la santé depuis 20 ans, pour qu'il bascule dans un univers où il soit plus dans la prévention que dans le seul acte curatif. Maintenant, tous les établissements de santé ont mis en œuvre des stratégies de ce type, tous. Et ceux qui ne le sont pas peuvent plus recruter, ni de patients, ni de collaborateurs. Donc, tout le système est en train de basculer. Et au début, on avait juste une association où on était 100 établissements de santé. Voilà, 100, vous voyez, ce n'est pas beaucoup, sur 40 000. Eh bien, on a fait le job à une centaine. Et ça, c'était à une époque où tout le monde s'en foutait. Là, je vous parle des années 2000. Et les années 2000, les sujets dont on parle, là, tout le monde s'en foutait, honnêtement. Là, aujourd'hui, en 2022, tout le monde a envie d'œuvrer sur ces sujets-là sans savoir comment. Eh bien, sur le comment, on sait faire. Donc, faites, agissez, œuvrez, soyez vous-même exemplaires et embarquons les autres. Je pense qu'il faut être dans une dynamique où, si on s'engage, on est la certitude. Moi, j'ai la certitude, c'est terrible de dire ça, c'est prétentieux. J'ai la conviction que c'est un effet démultiplicateur qui est passionnant. En démarrant le territoire à mission de l'Hérault, c'est une idée qu'on a eue il y a 1 an et demi. Vous voyez, on a lâché ça dans une réunion avec Grégory Blanc-Villain et le maire. L'idée a percuté. Et bien depuis, j'ai rencontré les présidents d'agglomération, du CPME, du MEDEF, à Tours, à Valenciennes, à Angoulême. Là, je suis en discussion avec la mairie de Marseille depuis ce matin. C'est tout. Vous voyez, c'est juste une idée de départ. Lançons le truc. Allez-y, rejoignez la dynamique du territoire à mission. Si chacun d'entre nous prend un petit sujet, là, en une demi-heure, le problème, c'est que je vous ai mis sur la table 20 sujets sur lesquels on a du retard. Donc, c'est anxiogène, mais chacun prend un petit sujet. Prenez-en un pour lequel vous avez une appétence, creusez-le. Vous avez des sujets que vous avez certainement réussi dans votre structure et filez-le à d'autres. Partageons-le. Et on fera bouger les lignes, j'en suis persuadé. On vient de changer d'air. Moi, je le vis, puisque je vous dis, ça fait 20 ans qu'on me dit, mais pourquoi, Olivier, dis-nous pourquoi il faut se lancer. Bon, j'ai ramé en expliquant pourquoi. Maintenant, on ne me demande plus pourquoi. On me demande comment. À partir du moment qu'on va partager le comment et partager le savoir, à une période où l'innovation est extraordinairement développée, ce qui n'est pas forcément toujours synonyme d'amélioration. Hein. Des fois, l'innovation, ça peut générer des impacts terribles. Hein. Mais si on fait de l'innovation en conscience, qu'on partage tout ça entre pairs, ça ne peut que marcher. Donc, malgré le contexte de merde, pardon, je sais que c'est enregistré, qu'on vit actuellement, hein, entre de la guerre, du Covid, de la pénurie, des crises, des extrêmes, d'absence de visibilité, d'absence de leader dans le pays. Malgré tout ça, je pense que la force, c'est nous. Voilà. N'attendons pas, allons-y, échangeons et on y va en confiance et voilà, c'est tout. Soyons les conspirateurs du positif. Et j'ai lu un bouquin cette semaine qui m'a fait délirer, c'est justement sur cette notion de conspirateur du positif, où il y a une phrase que j'ai retenue qui est géniale. Entre guillemets, c'est au pire, ça marche. Voilà, je suis fan de ça. Et il y a une autre phrase qui est terrible, c'est que l'utopie n'est pas l'irréalisable, mais l'utopie, c'est l'irréalisé. Donc allons-y, quoi. Soyons, baignons dans l'utopie, rêvons et faisons en sorte que les années qui nous restent les uns et les autres, on a tous maintenant acquis une certaine expertise. Si on est là, c'est qu'on est employeur, qu'on a essuyé quelques plâtres, même si on peut être tout jeune et avoir une start-up, mais allons-y, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. On est en train de changer d'air, soyons les acteurs, ne subissons pas. Merci. Je voulais revenir un petit peu sur le plan santé-travail, justement, qui est assez nouveau et qui est relativement peu abordé, alors que justement, ça touche la question de la QUT et au final de l'engagement des salariés. Est-ce qu'au niveau vous pouvez nous en parler un petit peu plus au niveau des acteurs qui sont mobilisés, des aides, parce qu'il y en a d'autant plus qui peut être mise à contribution pour impulser une telle démarche au niveau des entreprises? Alors, déjà, il va falloir attendre un chouïa, c'est-à-dire attendre que le PST soit décliné en PRST. Voilà, déjà, il va falloir attendre ça pour avoir des aides locales et régionales. Okay. Donc, pour l'instant, il n'est pas encore décliné puisque le plan santé au travail est sorti dans le plus grand secret. C'est lorsque j'ai travaillé pour faire cette présentation aujourd'hui, je me suis dit, mais
où on en est du plan santé au travail, puisque pour moi, il finissait en 2021. Et je me suis aperçu que le 2022-2025 était sorti le mois dernier, sans que personne n'en ait jamais parlé. Donc, je l'ai décortiqué. C'est là que j'ai vu qu'il y avait 4 pages nouvelles sur la santé environnementale au travail. Donc, maintenant, il faut attendre que ça soit décliné en région. Donc, je pense qu'on pourrait reparler de ça en septembre, puisqu'il va y avoir une déclinaison régionale. Mais on a aussi le plan national santé-environnement, et vous avez vu que les deux sont liés. Sur le plan national santé-environnement, les priorités sont qualité d'air intérieur, prévention de l'exposition aux perturbateurs endocriniens, aux champs électromagnétiques et à la toxicité des objets du quotidien. C'est-à-dire 100% de ce que vous et moi on achète à la maison et dans l'entreprise. Donc ça fait partie des priorités. Quels sont les moyens derrière qu'il va y avoir? Moi, j'en vois 3. Le premier, c'est la Sécu. La Caisse régionale d'assurance maladie, via des conventions avec les fédérations professionnelles, finance pour certaines branches professionnelles des dispositifs de protection individuelle ou des audits ou des mesures ou autres. Donc là, il y a certainement une piste et je pense qu'un deal qui pourrait être mené par le CPME, le MEDEF ou Leader pour aller voir le patron de la CRAM en disant nous, on veut s'engager, qu'est-ce que vous financez? Ça peut être une action locale. Vous avez ensuite l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui finance les actions de santé environnementale, c'est leur job. Donc, encore faut-il se manifester, parce que pour l'instant, les gens ne se manifestent pas. Et quand je suis face à une ARS, ils me disent il n'y a pas de demande, il n'y a pas de besoin. Si, moi je vois que ça, sauf que les gens ne se parlent pas. Et puis la troisième voie, c'est celle que je suis en train d'essayer d'emprunter avec le territoire à mission, c'est qu'on est en train d'essayer de créer un système régional interopco, puisque tout va reposer sur la formation des collaborateurs, en fait. Si on dit optimisation de la qualité de l'air intérieur, il faut former les gens. Voilà, il y a 10 éco-gestes à maîtriser, pour chez soi, au bureau ou dans l'usine ou dans l'entreprise. Il y a des mesures à faire. Eh bien, ça pourrait être financé à 100% par les OPCO. Donc, je pense qu'il y a ces 3 grandes pistes qui pourront être abordées dès la rentrée. Donc, on va passer l'été à aller chercher ces moyens-là. Mais plus on aura de gens engagés, si vous voulez, qui de la poule et de l'œuf est avant. Quand mon papa me disait ça quand j'étais petit, je ne le comprenais pas. Mais maintenant, je le comprends. Je pense que si on est 100 entreprises à nous fédérer autour de la notion de territoire à mission, qu'on va voir l'AGLO, la mairie, la DEV, la CRAM, etc., en leur disant voilà, nous on veut s'engager, il y a besoin de moyens, ils ne pourront pas dire non. Si on y va éparpillé, s'il y a des volontés éparses dans la région, que chacun y va de son côté, là on n'y arrivera pas. Voilà. C'est pour ça que la dynamique de territoire à mission dans laquelle on s'embarque en commun pour faire bouger les lignes, à mon avis, est une piste très structurante pour la suite. Ok, très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions pour compléter cette discussion? Après, une particularité, c'est que les adhérents de Leader sont jeunes, des quinquas, il n'y en a pas beaucoup, donc cette prise de conscience de responsabilité, elle n'est pas encore là. Je pense que les jeunes, ils sont très sensibles à ce sujet-là, plus que les quinquas que nous sommes. Mais on n'a pas les âges, ce sont les données sensibles des adhérents, ça on n'a pas. On peut imaginer que Wany est plus jeune que les autres. C'est retiré de la photo, justement. Le grisonnant, ça ne paye plus, mais bon. Moi, je ne suis pas bien d'accord avec ça parce que j'ai largement dépassé les quinquas et je suis tout à fait dans cette démarche-là. Et je ne suis pas d'accord pour dire que les jeunes sont plus sensibles à ça, bien loin de là. Je pense justement, c'est des gens comme nous qui sont sensibles, qui ont un vécu par rapport à tout ce qui existe. Enfin, je soulignais juste cette remarque, mais j'ai une autre question en ce qui concerne la santé au travail, l'exposition aux champs électromagnétiques. Est-ce que ça touche tous les champs électromagnétiques? Parce que je ne vois pas comment on peut se passer du Wi-Fi. Est-ce que c'est pour les systèmes qui dépassent les normes de puissance, par exemple, qui dépassent les normes de puissance classiques du Wi-Fi, puisqu'on n'est pas sensible aux ondes électromagnétiques, on est sensible aux ondes électromagnétiques qu'à partir d'un certain niveau de puissance. Comment ça se passe à ce niveau-là? Oui, je vais vous faire une double réponse en sachant, je le précise, qu'à midi précise, il faudra que je vous quitte. Parce que j'anime une autre réunion et je vois qu'on y est presque. Alors, sur les champs électromagnétiques, il y a une chose importante à retenir. Il faut faire des mesures. C'est le vrai sujet, parce que sinon, on est sur des choses ésotériques. C'est comme la qualité de l'air intérieur. Peut-être que la qualité de l'air intérieur chez vous, elle est excellente. Peut-être qu'elle est très mauvaise. Et la qualité de l'air intérieur, c'est on peut être exposé à rien. Et dans certaines entreprises, on est exposé à 20 fois les valeurs des limites d'exposition à la santé humaine. Donc, il faut faire des mesures. Comme ça, on sait de quoi on parle.
C'est comme si je vous dis je me mets au régime, mais je ne vais pas me peser. Vous allez me dire, il est bien gentil ce garçon, mais ça va, ce qu'il va faire ne va servir à rien. Donc il faut avoir en tête ça sur le sujet. Champ électromagnétique, je fais des mesures. Il existe un moyen de faire des mesures gratuitement si vous êtes un bâtiment recevant du public. Il y a un CERFA à remplir, on le remplit, vous avez des mesures qui sont financées par la ville. Si vous n'êtes pas un bâtiment public ou une entreprise recevant du public, si vous êtes vous à titre personnel chez vous, ça n'est pas pris en charge, c'est con, mais c'est comme ça. Il existe aussi des appareils pour faire des mesures. On peut se l'acheter, on peut se les changer. Donc c'est pour voir si on est exposé ou si on ne l'est pas. Ensuite, une fois qu'on a fait ces mesures, il y a une dizaine d'éco-gestes à appliquer. Il y en a certains qui sont très simples pour justement limiter l'exposition au risque, tout simplement. Et à partir du moment que l'on fait, de la mesure, 2, que l'on forme les collaborateurs et on a fait des supports spécifiques expliquant ces éco-gestes, eh bien, on peut arriver à limiter son exposition. 3, il y a aussi, pour tout ce que l'on achète, ça c'est dans le cadre d'une politique d'achat, on peut acheter des produits électriques qui sont plus ou moins émissifs. Aujourd'hui, l'indice DAS est obligatoire pour les téléphones. Les gens ne le savent même pas. Mais on peut l'avoir pour un autre appareil. Quand vous êtes dans une salle de pause dans une entreprise, quand vous avez 4 téléphones branchés, 2 micro-ondes, 3 cafetières, des bibles dans tous les sens, là, si j'arrive avec mon appareil, je vais vous montrer à quel point vous êtes exposé. Dans une maternité, par exemple, ça peut être une caricature. Là où l'enfant est le plus exposé, c'est dans son petit berceau, quand il a le veille-bébé à côté de la tête. Non, le veille-bébé, c'est très émissif. Le veille-bébé, on le met au pied. On peut le mettre à plus d'1 mètre. Donc, il y a des éco-gestes à appliquer. Et c'est assez simple en réalité. Après, ça fait partie de mon métier, hein, la compatibilité électromagnétique, puisque nous fabriquons des produits électroniques. On est même équipé pour faire des produits, des émetteurs dans différentes gammes d'ondes. Et donc, j'ai toute l'instrumentation. Moi, je parle du niveau. Est-ce qu'il y a des niveaux acceptables, des niveaux… Parce que d'abord, mesurer un champ électromagnétique en puissance, c'est compliqué. Ce n'est pas simplement avoir un petit gadget dans la main comme un téléphone qui va mesurer. Il faut avoir de l'instrumentation spécifique, un analyseur de spectre avec des antennes large bande. Enfin bref. Est-ce qu'il y a un niveau, un seuil, un niveau de… Bien sûr. Oui, il y a des pays qui les ont déterminés, comme l'Allemagne notamment, ou l'Italie. La France, on est encore assez timide sur le sujet, mais oui, bien sûr. Et on s'aperçoit aussi, et c'est pour ça que les appareils de mesure sont importants, que quand on recule d'1 mètre, par exemple, vous prenez des plaques à induction, pour une femme ou pour un homme, il n'y a pas pire. C'est-à-dire que les ovaires ou les testicules sont exposés devant une plaque à induction à des taux de champ électromagnétique qui sont terribles. Ça veut dire qu'il faut attirer l'attention là-dessus. Alors, si on reste 4 secondes devant sa plaque à induction, ce n'est pas un problème. On ne va pas s'enfermer au fond de la grotte. Mais ce sont des éco-gestes. Par contre, si je reste 20 minutes devant ma plaque à induction à faire mes œufs brouillés, non, ça, il faut prendre l'habitude de ne pas le faire. C'est comme la table de nuit. Si j'ai le téléphone DECT, le sans-fil, la box, le radio-réveil, la lampe basse consommation qui est aussi très émissive, après, il ne faut pas s'étonner si on a des troubles du sommeil. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer trop plus dans le détail parce qu'il me reste 3 minutes, mais il y a des attitudes et puis des achats. Aujourd'hui, quand on achète un produit, qui achète aujourd'hui une flotte de téléphones en fonction du taux d'émission, l'indice d'AS de ces téléphones? Personne. On va l'acheter parce que la marque iPhone ou machin nous a tous fait rêver. Mais il existe aussi des critères de choix. Et plus on va acheter en tenant compte de ces critères de choix, plus on va bouger les industriels à faire en sorte que les produits soient les moins émissifs. Moi, je le vois sur des lits hospitaliers. Eh bien, vous avez des boîtiers de télécommande sur les lits avec des boîtiers qui sont protégés ou d'autres qui ne le sont pas. Achetons ceux qui sont protégés. Comme ça, on réduira par notre politique d'achat notre exposition quotidienne. Voilà. C'est une question d'attitude et d'être nombreux à être engagés. S'il n'y a que Olivier qui pense à ça quand il fait des commandes de produits, ça ne sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Si tout d'un coup, plusieurs centrales d'achat, plusieurs dizaines, centaines d'entreprises questionnent les industriels en disant le taux de nuisance sonore de mon frigo, le taux d'émission de ceci, la quantité de perturbateurs endocriniens dans ma peinture, eh bien, on fera bouger les lignes. En conclusion, je vais vous citer le grand philosophe du XXe siècle, Coluche, qui nous disait, il y a 40 ans, quand on pense qu'il suffirait qu'on n'achète pas pour que ça ne se vende plus, appliquons-le individuellement et nous reprendrons le pouvoir. Excusez-moi, j'ai une dernière petite question. Comment vous pouvez accompagner les entreprises, surtout les petites, parce que même si les dirigeants sont motivés, ils n'ont pas forcément les ressources. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est motiver les 3 ou 4 personnes qu'elles ont. Voilà. Ça sera ma conclusion parce que je dois basculer là à midi sur une autre visio. On sait s'adapter aux PME, TPE. Nous sommes aussi, nous, une TPE, PME. On a créé des outils adaptés aux PME, TPE avec un accompagnement en ligne, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de se déplacer et de facturer de la journée. Ce qui est cher quand on a une boîte de consultants, c'est si je rejoins un consultant à 1200 balles la journée, il n'y a pas une TPE qui peut le payer.
Par contre, si on se dit, on fait un scoring initial en ligne, on vous définit votre plan d'action et vous avez 1 heure par mois, un accompagnement par nous en ligne, c'est tout à fait acceptable et accessible à toutes TPE-PME. C'est tout à fait faisable. Merci. Voilà. Olivier? On est un centre de ressources partagées en réalité. Vous ne pourrez jamais embaucher dans votre boîte le responsable de la chimie, des achats, de la QVT, machin. Ben, nous, on a tout ça. En fonction de votre plan d'action, imaginons que vous ayez 3 priorités sur 2022-2023, eh bien, on vous mettra les 3 compétences top niveau sur ces 3 priorités et vous les aurez 1 heure par mois, 2 heures par mois à votre dispo. Et ça, c'est financièrement tout à fait accessible. C'est comme un expert comptable ou un commissaire aux comptes ou un avocat. Il y a un moment, soit on le fait tout seul et puis on sait qu'on va prendre un carton, soit on s'associe des compétences et ça simplifie les choses. Voilà. Mais on peut le réduire en termes d'heures. Je dois basculer. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée, merci. Au plaisir. Merci à vous. Je transmettrai du coup le contact d'Olivier au cas où vous avez d'autres questions et je vous enverrai aussi un petit retour d'expérience extrêmement rapide à remplir par rapport à cet atelier-là. Et puis voilà, vous pourrez continuer à discuter s'il le faut avec Olivier directement. Voilà. Merci. Merci pour votre participation. Merci, dames. Au plaisir. Au plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut Aziz. À bientôt. Ciao. Merci. À bientôt, au revoir. À bientôt. Au revoir.